Alors, je m'appelle Juliette Ferry-Danini, je suis chercheuse en philosophie des sciences et en philosophie de la médecine, et je travaille actuellement comme enseignante-chercheuse à l'université de Namur, en Belgique. Donc, au tout début, mon intérêt pour le spasson, il était plutôt personnel, c'est-à-dire qu'on me le prescrivait et je me demandais si ça avait vraiment un effet, et ça a commencé comme ça. Ensuite, la deuxième façon dont le sujet m'a intéressée, c'est que j'ai regardé la littérature scientifique sur le médicament. Je me suis aperçue qu'elle était extrêmement légère, voire inexistante. Et au début, je voulais juste écrire là-dessus en alertant en fait sur ce sujet-là. Et puis finalement, j'ai décidé d'aller regarder au niveau historique comment le médicament était né pour essayer de comprendre comment on est arrivé dans cette situation où on a un médicament très très populaire et puis en fait peu de sources, peu de données scientifiques. Donc évidemment, quand on a une approche historique de l'industrie de la pharmacie, de l'industrie pharmaceutique, c'est un peu difficile parce qu'on n'aura pas accès aux archives des laboratoires pharmaceutiques. Et ça a été mon cas, je n'ai pas eu du tout accès aux archives du laboratoire qui a mis sur le marché le Spasfon ou des laboratoires qui ont ensuite racheté ce laboratoire et ensuite ce laboratoire. Je me suis beaucoup appuyée d'abord sur les données de l'assurance maladie, qui ne remontent pas très très loin, mais qui sont quand même très utiles pour comprendre la situation actuelle sur les 10-15 dernières années. Ensuite, les archives de la NSM, ils ont eu un service très réactif et ils ont su m'aider. Notamment, ils ont pu retrouver les documents qui relatent comment le Spasson a été mis sur le marché en 1964. Et ensuite, j'ai réussi à retrouver les premières publications sur le fluoroglucinol, donc c'est la molécule du Spasson, les premières publications scientifiques les premières publications sur l'usage thérapeutique de cette molécule. Ce sont ces documents qui ont été les plus difficiles à trouver. Et j'ai d'ailleurs plusieurs fois voulu abandonner. Je les ai trouvés finalement en Belgique. Et c'est ce que j'ai trouvé dans ces documents qui m'a convaincu qu'il fallait écrire un livre entier sur le Spasson. Alors, le fluoroglucinol, c'est le nom de la molécule euh, qui est derrière le nom de marque Spasfon. Elle a été introduite sur le marché en 1964 en France, sur le marché pharmaceutique. Et elle est souvent présentée, encore aujourd'hui, comme un antispasmodique. Donc, c'est une molécule qui agirait sur les muscles lisses dans notre corps. Et avant son introduction sur le marché, en revanche, la molécule a aussi été considérée comme agissant sur la production de bile dans le corps. Il y a eu une sorte de va-et-vient entre deux hypothèses, le spasmon comme agissant sur la production de bile, ou le spasmon agissant comme un antispasmodique. Donc il y a eu des études animales en 1962 qui hésitent un peu entre ces deux hypothèses. Et c'est finalement la seconde hypothèse, l'idée que le fluoroglucinol serait un antispasmodique qui s'est imposée. Mais ce que je remarque dans le livre et ce sur quoi il faut insister, c'est qu'il n'y a pas eu, à ma connaissance, de données publiées au-delà de ces études animales dans les années 60 pour montrer, pour prouver, pour justifier cette hypothèse mécanistique. Et donc, il se pourrait très bien que le fluoroglucinol ne soit pas du tout un antispasmodique. C'était assez difficile de reconstruire la chronologie exacte et peut-être que la chronologie des publications ne reflète pas la chronologie des études et plus vraisemblablement tout a eu lieu en même temps. Mais en 1961, il y a eu une première étude clinique qui a été publiée. Alors, il ne faut pas du tout imaginer, quand je dis étude clinique, quelque chose qui ressemblerait à un essai clinique comme aujourd'hui on l'entend.
Ce qui est décrit, c'est 14 cas, 14 personnes, 14 malades à qui l'on donne du fluoroglucinol. Et peut-être je parlerai un peu plus tout à l'heure de cette étude en particulier. Et ensuite, il y a eu plusieurs études, plusieurs expérimentations animales. Et là, c'est surtout des études sur des organes animaux de différents types d'animaux, des chats, des chiens, des cobayes, des rats. Et donc voilà, il y a eu ça. Et ensuite, il y a aussi eu des études, des tests, on ne sait pas exactement lesquels, qui ont été faits par des experts au moment de la mise sur le marché du spasfon. Mais en fait, on n'a pas du tout, enfin les données, tout a été perdu au niveau des archives, donc on n'a plus connaissance de ces données-là. Mais c'est à peu près tout avant la mise sur le marché du spasfon en 1964. En 1961, ce sont des médecins de l'hôpital Bichat, en collaboration avec le laboratoire Lafon, qui fournit la molécule fluoroglucinol, qui publie un premier essai thérapeutique sur le fluoroglucinol. Et donc, comme je disais, il y a eu 14 cas cliniques qui ont été décrits, même si on suppose qu'il y en a eu plus, mais que seulement 14 cas sont décrits dans l'article. Et on apprend beaucoup de choses. D'abord que, à l'origine, dans cette publication, l'hypothèse mécanistique, c'est que le fluoroglucinol agit sur la production de bile dans le corps. Pourquoi? Parce que les médecins ont pensé que peut-être le fluoroglucinol ressemblait à la molécule active dans l'aubier du tilleul, dans l'écorce de tilleul, un remède phytothérapique courant à l'époque. Il y avait une sorte de... Enfin, il n'y avait pas forcément de différence très nette entre l'industrie pharmaceutique, la phytothérapie et l'hôpital à l'époque. Et c'est important, pourquoi? Parce que l'aubier du tilleul et la bile, c'était quelque chose qui concernait la santé des femmes. C'est-à-dire qu'on pensait que les femmes, à cette époque-là, on pensait qu'elles souffraient de quelque chose qui s'appelait la crise de foie ou de la dyskinésie biliaire. Donc, qu'elles produisaient trop de bile dans le corps, qu'il y avait un problème à ce niveau-là, et que ça leur créait plein de symptômes, à la fois physiques et psychologiques. Elles étaient anxieuses, elles avaient mal au ventre, elles avaient des migraines, etc. Et un des remèdes d'un peu de grand-mère de l'époque, c'était l'aubier du tilleul. Et ces médecins se sont dit, et si le fluoroglucinol pouvait agir comme l'écorce de tilleul? Donc le spasfon, on a eu l'idée de spasfon grâce à la phytothérapie. Ensuite, ils se sont aperçus que c'était trop différent, il y avait trop de différences entre ces deux molécules, mais ils ont continué à faire leur essai clinique, enfin leur test clinique. Et ce qu'ils ont fait, et ce qui m'a convaincu qu'il fallait écrire un livre sur le sujet, c'était que donc cet essai, je mets des guillemets, clinique de 1961, est vraiment très éloigné de nos critères actuels en recherche clinique, mais même pour l'époque, c'est un peu bizarre. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris ces malades, ils leur ont déclenché des douleurs et des symptômes très violents, en leur injectant deux produits différents. Une fois que les symptômes et les douleurs s'étaient installés, ils ont ensuite donné du fluoroglucinol pour voir si les douleurs diminuaient. Et ils ont fait une deuxième fois ce qu'ils appellent l'épreuve cholérétique morphinique. Ils ont fait une deuxième fois où ils ont d'abord donné le fluoroglucinol et ensuite ils ont déclenché les douleurs et les symptômes pour voir si le médicament avait un effet protecteur par rapport à ces symptômes. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient qu'ils arrivaient, grâce à cet empoisonnement, ils pensaient reproduire les symptômes dont je parlais tout à l'heure, les symptômes de la crise de foie. Donc beaucoup d'hypothèses, si vous voulez, non vérifiées dans cette étude. Et évidemment, une grosse problématique éthique parce que des patients, et surtout des patientes, ont été empoisonnés. Maintenant, c'est pas forcément c'est pas forcément très surprenant pour l'époque, puisque la réglementation au niveau
de la recherche médicale et au niveau éthique, ça c'est beaucoup plus tardif en France que les années 60. Alors, il faut savoir que dès cet essai de 1961, ils ont testé sur quelques malades le fluoroglutiol pour les douleurs urinaires, même si à ce moment-là, ils comprennent, ils se disent, enfin ils écrivent, on ne sait pas trop comment ça pourrait fonctionner puisqu'on pense que le médicament agit sur la bile et qu'il n'y a pas de rapport entre la bile et les douleurs urinaires. Toujours est-il qu'ils disent que ça fonctionne très bien dans cette indication. Ensuite, quand ils changent d'hypothèse mécanistique et qu'ils se disent que le fluoroglutiol est un antispasmodique, ça permet ensuite de pouvoir dire que ça a du sens par rapport aux symptômes ou aux douleurs urinaires. Donc, une fois qu'ils ont changé le mécanisme, c'est là qu'ils déposent le dossier du spasson auprès des autorités sanitaires de l'époque. Là, on ne sait pas exactement ce qui se passe pendant 1 an. Il y a un va-et-vient. C'est pas automatique l'autorisation de mise sur le marché à ce moment-là pour le spasson. Et en 1964, c'est accepté sur la base de 2 choses. Donc, il y a 2 expertises qui sont faites par le laboratoire. Donc, c'est notamment un des experts et un des co-auteurs de l'étude de 1961 dont je parlais. Et ils font 2 expertises, une sur les douleurs biliaires et une sur les douleurs urinaires, sur une vingtaine de patients dans chaque cas, pour bien sûr l'indication urinaire, l'indication des douleurs biliaires. Mais il y a aussi l'ajout de l'indication des douleurs menstruelles dès 1964 dans les documents administratifs. Et ce qui est fascinant quand on lit donc ce document administratif, c'est qu'on voit que lors de ces 2 tests, en passant à la fin de la description, on nous dit que l'expert a aussi testé le fluoroglutiol, le spasmon sur, donc dans un expert, c'est 9 patientes, et dans un autre, c'est 1. Donc, au total, 10 patientes pour les règles douloureuses. Et ça, c'est important parce que ça montre que cette indication en particulier, elle n'a été pas prise autant au sérieux que les autres indications, puisque il n'y a pas eu d'experts nommés pour cette indication, et ça a été testé en passant sur un nombre plus petit de patientes. Donc, c'est ce que les archives ont pu montrer. Et ensuite, en 1974, c'est à ce moment-là que toutes ces procédures changent et qu'on crée l'ANM, l'autorisation de mise sur le marché. Là, pour le coup, il n'y a aucun document. Ce qu'on peut voir juste, c'est qu'il y a plus d'indications qui sont ajoutées, notamment tout ce qui est obstétrical. Donc, la gestion des spasmes pendant la grossesse et ce genre de choses, et aussi des douleurs au niveau abdominal. Alors oui, je pense que le médicament a été un peu dirigé vers les femmes pour 3 raisons. D'abord parce que dans l'hypothèse initiale du fluoroglutiol qui agit sur la production de bile, ça correspondait à cette maladie de l'époque qui était la crise de foie, les douleurs biliaires qui étaient conçues comme étant typiquement féminines. Et même selon l'anthropologiste Marie-Ange Pouchel, il y aurait un lien en fait entre cette crise de foie et l'hystérie du 19e siècle. D'ailleurs, on prescrivait des antispasmodiques aux hystériques. Donc, il y a vraiment comme une continuité entre tout ça. Ensuite, le fait que les règles douloureuses soient ajoutées comme indication sans qu'il y ait assez de données, en tout cas, avec moins de données que les autres indications. Et puis que le laboratoire ait continué vers cette direction en ajoutant les indications obstétricales en 1974. Il faudrait qu'en fait j'ai accès aux archives du laboratoire Lafon pour pouvoir répondre précisément à cette question. Il est vrai que dans les années 60, le rose devient vraiment une couleur, le rose vif comme ça devient une couleur pour vendre aux femmes. Il est aussi vrai qu'il y avait d'autres médicaments rose vif à l'époque qui auraient aussi pu être l'inspiration.
Donc c'est un peu délicat de dire avec certitude si la couleur a un lien ou pas. Donc voilà, ça c'est les trois raisons que j'avance un peu dans le livre pour expliquer pourquoi aujourd'hui le spasfon, le fluorouracil, est prescrit majoritairement et vraiment de façon disproportionnée aux femmes. Puisque c'était une de mes questions une des questions qui m'a guidée pendant mon enquête historique, c'était essayer de comprendre pourquoi le spasfon est prescrit plus aux femmes qu'aux hommes. Alors que, a priori, il n'y a pas de raison que les femmes aient plus de spasmes, si c'est ça le mécanisme d'action. Alors oui, les données de prescription du fluoroglucinol, donc de la molécule et pas juste de la marque spasfon, sont consultables dans la base de données publique qui s'appelle OpenMedic, donc la base de données de l'assurance maladie. En 2021, il y a eu 25,3 millions de prescriptions de fluoroglucinol dans le pays. Et c'est 26,9 millions en 2022 dans les dernières données. Donc, il n'y a pas de ralentissement des prescriptions. Il est remboursé par l'assurance maladie à hauteur de 15% selon les indications, mais plus au-delà. Et la majorité, ce qui est vraiment important, c'est que la majorité de ces prescriptions-là concernent les femmes. Donc, en 2021, c'est 72% de ces boîtes de fluoroglucinol qui sont prescrites aux femmes. Et si on regarde les données pour la tranche d'âge 18-59 ans, c'est même 75% du fluoroglucinol qui est prescrit aux femmes. Enfin, moi, je n'ai pas accès aux données sur les ventes, mais des données de 2012 et 2013 montrent qu'il est, en tout cas à l'époque, qu'il était l'un des médicaments les plus vendus, enfin les médicaments sans ordonnance les plus vendus, donc il était dans le top 5. Devant, bien, bien loin devant, par exemple, l'ibuprofène. Justement, c'est tout le problème, puisque, à mon sens, non. Ou alors ils l'ont mal fait. En tout cas, c'est tout l'objet de mon livre, de décrire ce que j'ai appelé, après d'autres chercheurs en agnosologie, l'inertie ou l'apathie ou l'impotence des autorités sanitaires sur cette question. C'est un peu déstabilisant de lire, par exemple, les rapports de la Commission de la transparence de la Haute Autorité de Santé sur le fluoroglucinol. Elles sont disponibles en ligne depuis 2008, puisqu'on peut voir qu'il y a une prise de conscience sur le manque de données scientifiques sur le fluoroglucinol, mais jamais vraiment d'action concrète par rapport à ce manque de données, à part le progressif des remboursements du médicament, mais il n'y a pas vraiment de prise de conscience très sévère. Et ce qui est problématique, c'est que c'est qu'il n'y a pas de réaction des autorités sanitaires sur le sujet, alors même que j'ai pas été la première à alerter sur le manque de données scientifiques sur le spasfon. Les chercheurs en parlent depuis longtemps. Que médiatiquement, quand même, on en a beaucoup parlé cette année, qu'elles n'ont pas réagi. Et évidemment, je leur ai écrit, il n'y a pas non plus de réaction. Donc, qu'est-ce que c'est un placebo impur? C'est quand un médecin va prescrire une molécule active, un médicament, mais il n'a pas du tout espoir que cette molécule active agisse chez son patient ou sa patiente. Donc, il va prescrire un médicament comme un placebo. Mais ça ne veut pas dire que c'est une bille de sucre, enfin un sucre. Ensuite, pourquoi je parle de ça en rapport avec le spasfon? En fait, dans mon livre, je fais tout un argument assez complexe et qui se repose sur des données historiques pour défendre la thèse selon laquelle, selon moi, aujourd'hui, on peut considérer que le spasfon n'est probablement pas efficace et qu'à ce titre, il est prescrit comme un placebo impur. Mais pour comprendre vraiment sur quoi cet argument repose, du coup, il faut lire le livre. Alors
Alors en fait, en ce qui concerne les placebos impurs, ça peut être n'importe quel médicament en fait qui peut être prescrit comme un placebo. Et il se trouve qu'il y a des données qui montreraient que dans plusieurs pays, ça soit une pratique assez courante des médecins. Par exemple, prescrire un antibiotique alors que on sait personnellement qu'il n'y a pas forcément de bactéries. Bon bah, c'est prescrire un antibiotique comme un placebo. Ça pose évidemment beaucoup de problèmes. Donc ça ne va pas du tout s'arrêter là, au cas du spasson. Ensuite, il y a un autre problème, c'est que comme apparemment les autorités sanitaires en France n'ont pas de procédure pour regarder de façon rétroactive les vieux médicaments et les réévaluer, eh bien, il y a forcément d'autres vieux médicaments qui sont sur le marché français et qui ne sont pas remis en cause, tout simplement par habitude. Ceux qui ont été remis en cause probablement ont été ceux qui ont eu des effets secondaires graves, mais les autres sont peut-être passés sous le radar des autorités sanitaires. Oui, donc ça c'est toute la dernière partie de mon livre où j'essaye de décortiquer le plus précisément possible quels sont les torts qui peuvent être causés par cette situation. La situation étant qu'on a un médicament massivement prescrit, très populaire sans ordonnance également, en France, surprescrit en plus aux femmes. Donc, quel est le problème que ça pose, sachant qu'on n'a pas de données, qu'il y a très peu de données scientifiques pertinentes pour attester de l'efficacité de ce médicament. Le problème que ça pose, c'est que potentiellement, beaucoup de malades, et surtout des femmes, vont souffrir pour rien, tout simplement, il va y avoir une perte de chance. Donc le tort premier est médical, c'est la douleur, les douleurs, les symptômes qui ne sont pas soignés ou soulagés. Ensuite, il y a d'autres problèmes selon moi, des problèmes au niveau éthique. Si on prescrit un médicament alors que le praticien de santé, la praticienne de santé sait ou ne sait pas, enfin on va voir, ça dépend des cas, mais s'il sait que le médicament n'a pas de données scientifiques pour justifier son efficacité, alors c'est plus comme un mensonge, et évidemment un mensonge c'est un problème au niveau éthique, problème de paternalisme. S'il ne sait pas que le médicament n'a pas de données scientifiques, c'est aussi un problème parce que normalement les praticiens de santé sont censés être à jour sur leurs connaissances scientifiques, ou au moins d'essayer. Ce qui n'a pas, enfin, c'est un peu délicat de savoir les proportions par rapport à cette façon. Qui sait, qui ne sait pas, ça va dépendre. Et ensuite, c'est ce que je décris dans la dernière partie du livre. Il y a le préjudice financier, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va plus impacter les femmes, puisque le médicament est plus trop remboursé, donc ce sont le portefeuille des femmes qui vont en subir la conséquence. Et enfin, selon moi, il y a une sorte d'injustice herméneutique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que comme on n'écoute pas le fait qu'on a mal en tant que femme, on ne nous écoute pas et on nous prescrit un médicament qui probablement n'a pas d'effet, et que ça se répète constamment au cours de notre vie, on nous maintient dans une sorte d'ignorance aussi de ce que ça devrait être la médecine, ce que ça devrait être un médicament, une bonne prescription d'un médicament, prendre une décision médicale, éthique et scientifique. Et donc, ça nous maintient une sorte d'ignorance aussi sur ce qu'est la médecine ou ce qu'elle devrait être. Et potentiellement, on a moins d'autonomie à cause de ça. Donc ça, c'est un peu plus spéculatif, mais c'est l'un des torts, à mon avis, qui est causé. Mais le tort le plus important, c'est tout simplement que la gestion de la douleur n'est pas prise en charge. Pendant qu'on donne du spasmon, on ne va pas forcément donner des choses plus efficaces, ou on ne va même pas essayer de chercher d'autres choses efficaces. Et le premier exemple que je prends dans mon livre, c'est la pose d'un stérilet. Puisqu'en France, il est courant de prescrire un spasmon, du fluorouracil, avant la pause ou après la pause, un stérilet pour gérer la douleur. Sachant qu'il n'y a aucune donnée clinique sur ça, sur cette indication, et que très probablement c'est totalement inefficace. Ben, c'est une des hypothèses que je fais dans le livre et qui pourrait être
où je pourrais, enfin, donc l'hypothèse que je fais dans le livre, c'est que l'un des mécanismes qui a mené à la situation actuelle, où le spasfon est très populaire alors qu'il n'y a pas de données scientifiques ou très peu pour justifier son efficacité, c'est que les femmes qui se sont plaintes pendant des dizaines d'années que le médicament ne fonctionnait pas n'ont pas été écoutées. Et aussi globalement que la douleur des femmes en particulier est mal prise en charge. Et que donc il y a eu un phénomène d'injustice épistémique qui a fait que personne n'a jamais remis en question la présence sur le marché et la popularité de ce médicament. Mais du coup, ça, ce qu'il faut bien avoir conscience, c'est une hypothèse et qu'elle pourrait être, on pourrait essayer de regarder au niveau empirique si elle est réelle, enfin si elle se vérifie, je ne sais pas comment exactement dire. Par exemple, en faisant des études sociologiques auprès des patientes pour savoir ce qu'elles pensent du spasfon, si elles trouvent qu'elles sont écoutées lorsqu'on leur prescrit du spasfon et quelle est leur opinion sur le médicament. Maintenant, évidemment, c'est compliqué de le faire après la sortie du livre parce que ça pourrait biaiser un peu leur réponse. Mais je pense que ce sont quand même des choses. Enfin, j'aimerais le faire. Je ne sais pas exactement si je pourrais, mais ce sont des pistes de recherche, à mon avis, intéressantes. Mais oui, globalement, en gros, dans mon livre, il y a deux grands axes. Il y a l'ignorance. Comment ça se fait qu'on a pas assez de connaissances scientifiques sur le spasfon, et la question du sexisme. Évidemment, les deux vont ensemble, selon moi. C'est-à-dire que le sexisme et peut-être l'injustice épistémique ont mené à cette situation d'ignorance. C'est un peu des deux à la fois. C'est-à-dire que moi, les travaux de la gnotologie, ça fait longtemps que c'est assez familier pour moi parce que j'avais donné des cours sur le sujet en 2018-2019. En 2020-2021, je donnais un cours sur les biais en médecine, que ce soit des biais sexistes, des biais racistes, etc. en médecine. Et j'étais aussi assez familière avec les travaux sur le nihilisme médical, enfin, sur le fait qu'il y a par exemple un biais de publication dans la recherche en pharmacie, en sciences en plus général. Donc tout ça, c'est un peu un arrière-plan. Un deuxième arrière-plan que j'avais, c'était que c'est la philosophie féministe des sciences. Donc c'est une approche qui s'intéresse aux biais sexistes dans les sciences et comment ça peut impacter la connaissance. Mais tout ça, j'ai envie de dire, c'était plus un arrière-plan méthodologique qui était là, qui m'intéresse et qui correspond plutôt à mes ambitions en tant que chercheuse. Mais j'ai quand même envie de dire qu'à l'origine, ce qui m'a guidée dans toutes mes recherches, c'est le spasfon et les questions que je me suis posées dessus. Donc, c'était comment on en est arrivé là et est-ce que le sexisme a joué un rôle dans cette situation. Et ensuite, il y a certains outils qui se sont imposés à moi un peu par réflexe parce que ça vient de cet horizon méthodologique, mais c'est plus le sujet qui m'a poussé vers ces questions plutôt que l'inverse. D'ailleurs, c'est pour ça que je décris au tout début de mon livre mais ça c'est plutôt une lecture rétrospective que je me suis fait moi-même par rapport à mon livre, c'est que c'est aussi un cas d'épistémologie du positionnement, puisque finalement tout le sujet du spasfon, c'est venu de moi en tant que femme, et de la rencontre entre ça et tout cet arrière-plan méthodologique de philosophie et d'histoire des sciences, et que j'étais la bonne personne au bon moment avec les bonnes connaissances pour pouvoir enfin regarder de plus près l'histoire du spasfon. Disons que je dirais que c'est ce qui m'inquiète le plus. C'est le manque l'absence plutôt de réaction des autorités sanitaires jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas eu de réaction publique. Et ça m'inquiète un peu, puisque on voit quand même un mauvais signal, selon moi, sur la capacité à vraiment réguler l'industrie pharmaceutique en France sur des bases qui suivent l'evidence-based medicine.
Donc c'est un peu inquiétant, surtout qu'il y a eu quand même une députée, Clémentine Autain, qui a fait une question écrite au gouvernement. Il n'y a pas eu de réponse. Que j'ai moi-même écrit à la Haute Autorité de Santé et je n'ai pas eu de réponse. Et j'attends maintenant une réponse que j'ai aussi contacté la NSM, donc on verra si ça porte enfin ses fruits. Alors oui, donc ce sont des informations qui me sont venues ensuite, après la publication de mon livre. C'est le magazine Prescrire qui me l'a signalé. En fait, en 2020, ça a été publié plusieurs années après sur le site de la NSM. Il y a eu un groupe de travail qui s'est intéressé au risque de malformations graves, le risque accru de malformations graves chez les nouveau-nés lors de l'exposition de fluorouracil pendant la grossesse. Puisqu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur une cohorte de plusieurs centaines de milliers de femmes enceintes, ils ont trouvé des chiffres un peu inquiétants, puisqu'il y avait un risque accru de malformation lorsque les femmes enceintes, on leur prescrivait du fluorouracil, un risque significatif. Et ce qui s'est passé, c'est que lors de la deuxième réunion, ils ont simplement changé l'analyse statistique en se concentrant au début de la grossesse pour refaire le calcul. Et là, le risque n'était plus totalement significatif. Ce qui m'interpelle, ce qui m'inquiète, c'est que on peut lire donc ces réunions, et ce qui se passe, c'est que les membres de la réunion, en fait, doutent de l'efficacité du médicament, ils le disent explicitement. Mais en fait, pourquoi on prescrit le fluorouracil pendant la grossesse? Il n'y a pas de données. Et en même temps, ils ont un doute, une incertitude sur la sécurité du médicament. Et même si elle est très, imaginons que le risque était très faible ou peu significatif, s'il n'y a pas de certitude sur le bénéfice de ce médicament, c'est impossible mathématiquement de trouver une balance risque-bénéfice positive. Et pourtant, ça date de 2020 et il ne s'est rien passé du tout. Donc, encore une fois, ça montre que les autorités sanitaires ne réagissent pas du tout sur le sujet, même quand il y a un risque incertain, pas bien connu, de malformation lors de la grossesse.